Ouais, mieux. Bah écoute, là je suis sur une vidéo YouTube. Enfin, j'essaye de trouver le thème de la prochaine vidéo YouTube parce que ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, tu vois. Alors moi j'avais une idée en fait, tu vois, ce serait de faire une vidéo sur la Formule 1 parce que j'en ai pas encore parlé. Et j'avais pensé faire une blague, tu sais, sur les hôtels Formule 1. Tu penses que c'est une bonne idée? N'y pense même pas. Mais qu'est-ce que tu parles? Je suis au téléphone avec Max Verstappen là, hein? Comment ça, j'ai aucun moyen de le prouver? Bah regarde! Bon, ok, c'est marqué maman, hein. Mais c'est un délire entre potes, hein, donc ferme ta gueule. Ah, vous êtes là? Eh ben, rituel habituel. Salut à tous, c'est bien sur YouTube, c'est Sablir. Oui, j'aime bien les mauvaises blagues. Vous aurez pu remarquer qu'aujourd'hui, on va parler de Formule 1. Parce que oui, aujourd'hui, à 14h50, c'est le Grand Prix de France. Et si t'es 14h50, va voir le Grand Prix, hein. Si t'as TF1, tu mets TF1, c'est plus important que ma vidéo. Le mec, il demande à quitter sa vidéo, comme ça. Et bah comme ça, on ne pourra pas dire que je suis un vendu. Bon, je vous avoue, je triche un peu en fait. Aujourd'hui, on est samedi, on n'est pas dimanche. Oui, je tourne cette vidéo un jour avant le Grand Prix, pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien qu'elle soit sortie demain, avant le Grand Prix. Et comme ça met à peu près, parfois, avec une connexion pourrie, 8 heures pour mettre en ligne une vidéo d'une minute, et j'exagère même pas, je préfère pas prendre de risques. Bon, alors cette introduction était beaucoup trop longue. D'ailleurs, elle a duré le temps qui se met en dessous de moi par la pure magie du montage. Et on va enfin pouvoir parler des caractéristiques techniques des Formule 1 actuelles. Bon, alors dans cette vidéo, je vais un peu survoler les différents sujets et différents aspects techniques d'une Formule 1 pour la simple et bonne raison que, de 1, je n'ai pas les capacités pour vous en parler en détail, vu que je ne suis pas ingénieur, ni motoriste, ni pilote. Et pour la seconde raison, je n'ai pas forcément envie que cette vidéo dure 846 ans. Hein, vous comprendrez. Partie 1, la motorisation. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question. Quel est selon vous le point commun entre cette Clio 3 de qualité supérieure et une Formule 1 capable d'aller à plus de 300 km/h en bout de ligne droite sur un circuit et d'accélérer plus vite qu'une Bugatti Veyron? Alors, dans une Clio, celle-ci notamment, c'est une 1,6 litre 16 soupape. C'est d'ailleurs la Clio actuelle de ma mère. Coucou si tu regardes la vidéo. Cette voiture dispose donc d'un moteur de 1600 cm3, soit 1,6 litre 6, une cylindrée moyenne pour un moteur de 4 cylindres. Eh bien, sachez qu'une Formule 1 dispose d'un moteur V6 de même cylindrée, 1,6 litre 6. Sauf que là, où ce moteur 1,6 litre 6 4 cylindres délivre 110 chevaux sur la Clio, il en délivre plus de 600 sur une Formule 1. Après, la comparaison entre ces deux moteurs s'arrête là. Parce que là où le moteur Renault n'a que 4 cylindres, le moteur de Formule 1 en a 6. De plus, là où la Renault dispose d'un moteur atmosphérique, des moteurs de plus en plus rares de nos jours, la Formule 1 a un moteur assisté par un turbo, soit un moteur turbo-compressé. Un turbo, si vous voulez, c'est une turbine qui va relancer les flux d'air de l'échappement dans le moteur pour donner un surplus de puissance. Le problème de ce dispositif, si on peut appeler ça un problème, c'est que ça fait un bruit un peu moins sympa que les moteurs atmosphériques. Voilà pourquoi on entend beaucoup de fans de Formule 1 regretter les bons vieux V10 atmosphériques présents sur les Formule 1 du début des années 2000. Et puis là où le moteur ta Clio va plus avoir de patates au-delà de 6000 tours, le moteur de Formule 1 dispose lui d'un rupteur à 19 000 tours minute. Imaginez l'engin. Mais ce moteur thermique ne fonctionne pas seul. Il est effectivement accompagné de 2 moteurs électriques pour avoir des gains de puissance et aussi pour pouvoir récupérer de l'énergie. Ces 2 moteurs électriques sont sobrement appelés MGUK et MGUH. Et ne me demandez surtout pas d'où viennent ces initiales, c'est sûrement de l'anglais. D'abord, le MGUK, c'est tout simplement un moteur électrique à récupération d'énergie. En gros, c'est plus ou moins semblable au système d'hybridation qu'on a sur les véhicules de série actuels. C'est un moteur qui va récupérer de l'énergie lors des freinages et c'est également un moteur qui va pouvoir donner un coup de boost lorsqu'on accélère en fait. Le MGUH, c'est un système qui est connecté au turbocompresseur et qui est donc un système de récupération d'énergie, mais ce coup-ci ne dépendant pas du ralentissement de l'automobile, mais des gaz d'échappement. Ensuite, cette énergie peut être soit stockée pour être utilisée plus tard,
soit être directement distribué en cas de besoin au MGUK. Bon voilà, maintenant que vous savez à peu près comment fonctionne une Formule 1 niveau motorisation, il va falloir parler d'un autre paramètre tout aussi important, l'aérodynamisme. Comme vous pouvez le constater, une Formule 1 est équipée de plein d'appendices aérodynamiques. On a à l'avant des spoilers, on a à l'arrière un spoiler, et on a même sur les côtés des entrées d'air pour gaver l'énorme, pas si énorme que ça, moteur 1,6 litre V6. Tout d'abord, cet aérodynamisme a un but, plaquer la Formule 1 au sol. Effectivement, il faut que l'effet de roulis à chaque fois qu'on prenne un virage soit le moins présent possible, parce que cet effet-là a tendance à ralentir les Formule 1, et c'est aussi pour que les monoplaces arrivent à prendre des virages plus vite. Plus vite on passe un virage, plus vite on arrive à la ligne d'arrivée. Et il faut savoir que cet aérodynamisme est si efficace qu'une Formule 1 lancée à plus de 200 km/h est théoriquement capable de rouler au plafond. Bizarrement, ça n'a jamais été fait et j'aimerais bien voir une écurie faire un énorme coup de com' et on dit regardez, on lance notre F1 sur un plafond. Franchement, je suis sûr que ça pourrait faire un coup de com' énorme. Après, je pense que l'opération est un peu risquée. Mais voilà, s'il y a une écurie de Formule 1 qui regarde cette vidéo, ce serait un énorme coup de com' et moi je kifferais vraiment voir ça. Souvenez-vous, dans ma vidéo sur le 737 MAX 8, j'avais parlé du phénomène de portance sur une aile d'avion. J'avais aussi dit que les ailerons de Formule 1 et de voitures de course en général, mais dans notre cas c'est des Formule 1, ça fonctionnait de la même manière, mais à l'inverse. Et ben, comment ça marche ? Et ben, on a une espèce de phénomène de portance, c'est-à-dire qu'il y a une différence de pression et de dépression au-dessus et en dessous de l'aile, ce qui permet de plaquer la Formule 1 au sol. Pour les plus observateurs d'entre vous qui ne s'y connaissent pas forcément en Formule 1, vous avez pu remarquer, si vous regardez des grands prix, que certains pilotes s'amusaient à ouvrir leur aileron pour dépasser leur adversaire. Ce système a été introduit en 2011 et s'appelle le DRS. Alors ce système, ça fonctionne comment ? C'est tout simplement pour profiter de l'aspiration due au manque d'air quand une monoplace se trouve derrière la Formule 1 adverse pour avoir un gain de vitesse. Apparemment, selon les dires des pilotes, dès qu'on active le DRS, cela donne un coup de cul phénoménal et une accélération plus importante aux Formule 1. Alors ce système est plus ou moins contesté, mais bon, c'est pas à moi de vous en parler, c'est du débat sportif et je vous laisse vous forger votre propre avis sur le sujet. Il faut savoir que le DRS est activable seulement une quantité de fois limitée par course et aussi si on se trouve à moins d'une seconde de la voiture qui nous précède. À présent, parlons vite fait des pneumatiques. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de gommes lorsqu'on se lance dans une course. Il y a les gommes médium qui sont des intermédiaires, les gommes soft. Alors les soft c'est quoi ? C'est des gommes assez tendres qui seront plus rapides mais qui auront tendance à s'user plus vite. À l'opposé, on a les hard. Les hard vont au contraire s'user beaucoup moins vite mais vont être moins rapides. Donc c'est pour ça qu'en qualification, vous remarquez qu'il y a beaucoup de pilotes qui utilisent les gommes soft. Et puis, il y a aussi les pneus pluie. Là, les pneus pluie, c'est pour avoir plus d'adhérence et vous remarquerez qu'il y a des rainures pour pouvoir évacuer l'eau plus facilement et éviter des éventuels phénomènes d'aquaplaning, ce qui est légèrement dangereux, surtout quand on roule à 300 km/h. Passons maintenant à la dernière partie, et peut-être l'une des plus importantes en Formule 1 en fait, la sécurité. Parce que oui, dans les années 50-60, si vous percutiez un mur à plus de 300 km/h, vous étiez plus ou moins décédé. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Déjà, en l'espace de plus de 60 ans d'existence du sport, les Formule 1 ont adapté des cockpits qui se referment de plus en plus sur leurs pilotes. Aujourd'hui, on y retrouve la cellule de sécurité, qui est tout simplement composée de matériaux ultra résistants. C'est certes un peu plus lourd que sur les voitures d'avant, mais au moins ça permet de ne pas se tuer à la première collision venue. Vous avez pu aussi remarquer que les cockpits englobent de plus en plus leurs pilotes depuis les débuts de la Formule 1, ce qui permet de plus les protéger latéralement et ce qui les évite de, pourquoi pas, se manger un bout de rambarde dans la figure en cas de choc un peu violent. Et puis il y a cet organe de sécurité qui fait s'arracher les cheveux de ceux qui adoraient le design des Formule 1, qui disent que ça le dénature, c'est le halo.
Et si on peut plus faire de vannes aussi. Puis il faut quand même avouer que ça ressemble à une tongue, quoi. Je sais pas. Et puis au-delà de la sécurité des monoplaces en elles-mêmes, il y a aussi la sécurité des circuits. Effectivement, d'anciens circuits qui étaient bordés de terre, d'herbe, se retrouvent maintenant bordés de goudron, ce qui permet d'effectuer des sorties de piste